Bonjour à toutes et à tous pour ce premier atelier champ d'image à la DAGP de 2026. En fait, c'est un atelier qui devait initialement se tenir en septembre et qui, pour des raisons de grève de la SNCF, n'avait pas pu se tenir. Au départ, il devait y avoir une présentation conjointe de la Villa Perrochon du centre Louise-Égale en Bretagne et Guingamp. Et en fait, on a essayé de retrouver une date ultérieurement. Le centre Louise-Égale n'a pas pu venir. Donc j'ai dit à Philippe, malgré tout, on va quand même présenter la Villa Perrochon, son histoire, son activité, ses projets, puisque Philippe est depuis peu de temps directeur de la Villa Perrochon. Et en fait, dans l'ADN de Philippe et dans son projet, il y a la volonté de croiser les domaines scientifiques et les domaines artistiques. Il va nous en reparler. Et il m'a dit, ce serait bien d'inviter une artiste, Alice Palot, qui a beaucoup travaillé en collaboration avec des artistes, et notamment sur le projet qu'elle va nous présenter, qui est le projet sur les algues vertes, vous savez, qui polluent les plages en Bretagne, et qui a déjà donné lieu à beaucoup d'œuvres, puisqu'il y a une bande dessinée, il y a un film qui ont été faits sur ce problème-là. Donc voilà, donc l'objet de cet atelier, c'est de donner la possibilité à Philippe Guilloni de présenter la Villa Perrochon, de présenter les activités de ce lieu, puisque notamment elle a comme particularité d'être une artothèque, ce qui n'est pas forcément très fréquent dans les centres d'art, de présenter son projet et de montrer pourquoi lui, ça l'intéresse particulièrement d'essayer de faire collaborer des scientifiques et des artistes. Et donc après son exposé, sa présentation, on donnera la parole à Alice qui nous présentera principalement son travail sur les algues vertes. Alors Philippe, je vous le représente rapidement, mais beaucoup d'entre vous le connaissent. Au départ, il est photographe, il a eu une formation d'historien, il était membre de l'agence Myope jusqu'à 2018. Il est toujours à la galerie Polka, donc il a une casquette d'artiste-auteur. On est à la DAGP. Entre 2015 et 2023, il est directeur artistique de la résidence 1+2, dans lequel il va impulser un dialogue entre photographes et scientifiques. Et depuis 2024, il est directeur de la Villa Perrochon. Donc il va nous parler un petit peu de son itinéraire, de la Villa Perrochon et de son projet. Et puis, Alice Palot, donc c'est une photographe qui a fait des études en Belgique. Elle a un diplôme de l'École nationale des arts visuels Lacambre à Bruxelles, qu'elle a eu en 2018. Et dans la foulée de la fin de ses études, elle a bénéficié d'un programme d'échange avec la prestigieuse école ECAL à Lausanne, et elle a obtenu le prix Roger de Koninck en 2018. Elle a également obtenu le prix Leica des nouvelles écritures photographiques initié par le Festival de l'Agassili en 2024. Elle m'a dit qu'elle venait d'avoir le prix Climat, donné par la fondation Enduro, c'est ça ? Endurant, fondation Endurant. Elle nous en dira peut-être un mot également. Et elle est depuis 2025 membre du collectif Tendance Floue. Voilà pour une présentation rapide de son parcours. On reviendra plus en détail sur son projet artistique lorsque je vous donnerai la parole. Mais donc on va d'abord commencer par Philippe, pour que tu nous présentes, alors en 2 mots aussi, enfin, ton parcours à toi, mais la Villa Perrochon, ses activités et surtout le projet que tu souhaites développer au sein de cette ville-là, au sein de ce centre, et c'est toujours compliqué d'être à la
tête d'un centre d'art comme la Villa Perrochon, parce qu'il y a à la fois un travail territorial important, mais il y a aussi une échelle internationale à développer, ce que tu comptes faire. Donc ces problèmes d'échelle sont des enjeux importants pour ce type de centre. Donc je te laisse tout de suite la parole, et vous allez du coup avoir tout de suite des éclaircissements sur cette œuvre de Philippe qu'il a réalisée lorsqu'il était encore à la galerie Paul Carme, tu y es toujours. Donc, voilà, alors elle est en vente. C'est tout ce qui reste de mon parcours photographique modeste. Merci Dominique pour cette présentation. Merci à vous d'être là pour ce moment d'échange. Alors, j'ai souhaité, avec une forme de clin d'œil, qu'on commence par cette cartographie, cette carte, petite carte modeste. D'abord pour une invitation pour vous de venir un jour à la Villa Perrochon. 2 heures de Montparnasse direct. C'est pas mal. Et si vous vous trompez, si vous vous endormez, vous arrivez à La Rochelle. L'Horizon, l'île de Ré. C'est très cher, attention. Café, 3,50 € sur le port de La Rochelle. 1,80 € à la gare de Niort, mais il n'est pas très bon. Cette carte, c'est aussi celle qui m'a servi à préparer une candidature. Alors là, Dominique, tu m'as gentiment invité à présenter le projet culturel, artistique, comme on dit, de la Villa Perrochon. Oui, mais en même temps, je vais vous économiser aussi cela. Je vais aller dans les grandes lignes, et puis vous aurez des questions, et j'espère que je pourrai apporter des réponses. Quand j'ai passé le grand oral le 10 janvier 2024, ils étaient 13 à m'écouter, ça a duré 1h15. Alors, je vais vous économiser les 1h15. Mais cette carte, elle a été, et elle est toujours, un support de questionnement pour moi, dans le sens où, et je n'invente rien, un centre d'art, quel qu'il soit, quel que soit le médium, la discipline, a du sens s'il est ancré sur un territoire. Donc ce territoire, je ne le connaissais pas, puisque, vous le savez, Dominique l'a dit, ça s'entend, je viens de Toulouse, et le Poitou, je n'y ai fait que passer dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, en effet, quand j'étais à l'agence Myope, notamment. Donc j'avais la modestie, je l'ai toujours, j'espère, de ceux qui ne connaissent pas l'accent du coin, qui ne connaissent pas les enjeux territoriaux, mais qui, dans le cadre d'une candidature, puis d'un quotidien, doivent gérer, dans tous les sens du terme, un lieu, des hommes, des femmes, un projet, des sous, des interlocuteurs politiques, économiques, institutionnels, associatifs, l'esprit du lieu. Et on va commencer par l'esprit du lieu, notamment. Je vous ai, alors, encore une fois, pour donner quelques images et vous surtout vous donner envie de venir, quelques images. Il n'y en aura pas beaucoup et j'essaierai de donner quelques mots autour de chacune de ces images. La Villa Perrochon, très simple, c'est un centre d'art contemporain, photographique, c'est-à-dire que le médium de la photographie est le médium de prédilection de tout ce qu'on fait, exposition, éducation à l'image, résidence, prix, bourse, accompagnement, projet en local ou projet à l'autre bout du monde, notamment en Chine. D'intérêt national. Ce lieu existe depuis 2013, physiquement incarné, et ce monsieur que je vous présente, moi je ne le connaissais pas avant de poser ma candidature aussi dans ce lieu, dans ce beau lieu, mais il a donné le nom à ce lieu, puisque c'est la Villa Perrochon, du nom de ce monsieur Ernest Perrochon, prix Goncourt, 1920, d'un roman qui s'appelle Naine, ou Néné, moi avec l'accent du sud je dis Néné, mais je crois qu'on dit Naine, N-E-N-E, qui raconte en demi-mot la condition des femmes déjà à l'époque, dans la ruralité du Poitou. Une écriture un peu datée, mais qui lui a permis de changer de vie, de l'instit qu'il était, avec l'argent du prix Goncourt, je pense qu'il y avait déjà une belle somme à l'époque, en 1920, il a pu s'acheter cette maison, qui est le centre d'art d'aujourd'hui, qui est une maison que l'on appelle bourgeoise, de la périphérie très proche de Niort à l'époque, qui est en plein centre-ville aujourd'hui, à 2 pas de la gare, où il y a le café à 1,80 €. Et donc Perrochon, toute sa vie, a vécu là avec sa famille. Je vous dis ce petit préambule parce que c'est aussi l'esprit des lieux dont je me sers pour certains projets en ce moment même.
projet nouveau. Puisque la Villa Perrochon, c'est un centre d'art, ok, c'est un centre de photographie, mais ça a d'abord été la maison des mots, MOTS, ceux de Perrochon, qui a écrit pendant 20 ans, jusqu'en 1943, où il est mort. Selon la légende confirmée, selon sa fille, il est mort 2-3 jours avant que la Gestapo vienne le chercher, puisque c'était devenu un lieu de passage, de refuge, de transit pour certains intellectuels ou pour la famille d'intellectuels, je pense notamment à la petite fille d'Émile Zola. Donc un lieu qui a du sens, qui a une histoire, et ce lieu a été abandonné. Ce lieu, bon, il y a eu la famille, les ayants droit, puis un abandon, puis des gens y ont habité de différentes manières. Et puis, la famille a souhaité que ce lieu reste un lieu de culture et donc l'a légué à la ville de Niort, qui est donc la propriétaire des lieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Villa Perrochon, de manière juridique, et c'est peut-être la seule fois que je ferai un aspect juridique ce soir, c'est une association conventionnée d'abord avec l'État, puisqu'il y a l'intérêt national, le label qui s'appelle CACIN, C-A-C-I-N, donc c'est l'État qui nous donne le plus d'argent, avec toute la complexité du moment. La ville qui est propriétaire du lieu et la région Nouvelle-Aquitaine, puisque venant à Niort, j'ai quitté l'Occitanie forcément pour aller en Nouvelle-Aquitaine, une autre région et d'autres enjeux. Donc 3 tutelles, 3 partenaires plutôt, institutionnels et financiers, chacun avec ses ambitions, ses contraintes et une musique qui parfois est concordante et parfois est dissonante. Donc une association qui vit depuis plus de 30 ans, qui s'appelle Pour l'instant, portée par une vie associative dense, importante, qui se renouvelle étape par étape, chacun à sa place, chacun dans son rôle, une équipe de salariés, nous sommes 5, et 3 tutelles majeures, et puis après dans le financement, pour être assez complet comme ça, pour poser quelques jalons, nous sommes forcément dans et c'est mon rôle, moi j'étais un peu recruté pour être le directeur du développement, le temps des fondations étant terminé. Développer, c'est donner envie, convaincre, de nous aider, de nous accompagner sur des projets par de l'argent public, par de l'argent privé, par du mécénat, par du partenariat, sous des formes diverses ou variés. Ce qui veut dire, quand on est directeur d'un centre d'art comme moi, il y en a 7 souvent en France qui ont ce label d'intérêt national. Ils font partie du réseau Diagonale et ou du réseau Luxe. Il y en a 7, 8, sans jouer sur les mots, qui ont le médium de la photographie en prédilection et qui ont ce label d'intérêt national. Ce label, c'est un cahier des charges, qui a des contraintes, sur lequel il faut le faire vivre au quotidien. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Donc moi je me retrouve en effet depuis 19 mois, je fêterai mon 2e anniversaire le 2 avril, le jour où Madame Dati, ministre de tutelle, a signé de manière très symbolique une nomination ministérielle que j'avais jamais reçue, donc je ne savais jamais à quoi ça ressemblait une nomination ministérielle. On la fantasme beaucoup et quand on la reçoit, on est assez déçu finalement. C'est laconique, c'est court, y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Et là, on repense à un parcours, en effet. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas du tout un bon exemple pour diriger un centre d'art si on considère qu'il faut avoir un parcours académique, puisque je n'ai aucun diplôme en photographie pour gérer un centre d'art d'intérêt national. J'ai un autre parcours empirique, peut-être besogneux, mais en tout cas qui n'est pas académique. Je m'en sers, je le précise parce que je m'en sers dans mon quotidien, avec cette philosophie qu'il y a toujours une solution qu'on peut trouver quelque part, même si ce n'est pas l'autoroute qu'on avait envisagé de porter le premier jour pour porter un projet, etc. Aux grandes dames de mon équipe que je fatigue beaucoup parce que je leur dis souvent on va faire autrement. Et ils me disent mais non, c'est pas possible. Et moi, il ne faut surtout pas me dire que c'est pas possible. Mais dans un centre d'art, c'est un jeu de contraintes. Je dis souvent c'est un jeu d'équilibre, d'équilibriste. Et c'est passionnant, difficile et passionnant. En tout cas, Perrochon, c'est un peu l'esprit du lieu. Si vous le voyez, Perrochon, si vous venez, vous ne le verrez pas, mais vous entendrez peut-être le fantôme d'Ernest. Nous, on l'entend quasiment tous les jours, puisque ce lieu... Merci Dominique. Ce lieu, il est beau, et je n'y suis pour rien. Il est beau, il a été rénové avec intelligence, et... C'est une rencontre avec un bâtiment, vous le voyez, c'est la façade. D'ailleurs, quand à mon arrivée, on s'est comme
tous les directeurs et directrices, on a envie de changer les choses, de refaire le monde, forcément. Mais là, j'ai tellement de personnes qui me surveillent, entre guillemets, que je ne peux pas faire ce que je veux, et ils ont bien raison quelque part. Mais on a changé toute la charte graphique, parce qu'on s'est posé la question, des questions fondamentales en équipe. Qui on est, à qui on s'adresse, comment on fabrique, comment on va fabriquer cette photographie dans un centre d'art. Diriger un centre d'art, ce n'est pas diriger un festival, ça n'a rien à voir. Moi, c'est le marathon tous les jours, c'est pas un sprint. Et donc ce lieu, si vous venez, vous verrez d'abord cette façade qui est devenue notre nouvelle charte graphique. Moi j'aime bien les chartes graphiques, surtout quand elles ont du sens. Et là, je suis ravi de vous présenter ce lieu avec une fonctionnalité par niveau. C'est-à-dire qu'on peut considérer, même si nous on ne dit pas ça, mais quand on regarde ce bâtiment, il y a 4 niveaux. Alice connaît, parce que tu es venu il n'y a pas très longtemps. Les 2 premiers, c'est la monstration. Vous avez un rez-de-chaussée, vous avez un rez-de-jardin et un rez-de-chaussée. C'est une douzaine de salles de tailles très différentes. De tailles très différentes et d'esprits très différents. Et encore une fois, je n'y suis pour rien, mais on joue avec ces espaces. Au rez-de-jardin, le niveau en dessous, là que vous voyez, là au niveau de l'espace du jardin, on est sur un espace muséal, très simple, assez classique. Par contre, à l'étage, on est chez les Perrochon, c'est-à-dire qu'on est dans un intérieur d'une maison bourgeoise fin 19e. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au rez-de-jardin, les murs ne craquent pas, le sol ne craque pas. Par contre, à l'étage, ça craque. Il y a le fantôme d'Ernest. Ce qui veut dire que c'est intéressant pour des photographes, même si parfois, je le vois bien, ça les angoisse le premier jour, en se disant mur blanc potentiellement au rez-de-chaussée, les murs ont la parole, sont un peu plus bavards à l'étage supérieur. Pas facile, pas facile. Foncouberta est venu, il a trouvé des solutions. Alain Villhomme est venu, il a trouvé des solutions. Bientôt, on accueille Courtney Roy, est venue l'an dernier, elle a trouvé des solutions. Ce qui veut dire que ce lieu, il n'est pas neutre. Et donc, de l'esprit de ce lieu, à la fois le jour et la nuit, nous, on est là pour trouver des solutions avec les artistes. Premier niveau, deuxième niveau. Le troisième niveau, j'y reviendrai, c'est la mémoire, c'est l'artothèque. Nous avons la chance d'avoir plus de 4000 œuvres photographiques, éminemment photographiques, qui sont la mémoire de résidences passées, de dons, d'achats, qui sont la mémoire d'un territoire, on y reviendra, puisque nous sommes un centre d'art qui a une artothèque, alors que ce n'est pas dans le cahier des charges d'un centre d'art. Pour le dire autrement, il y a de magnifiques centres d'art en France qui n'ont pas d'artothèque. L'artothèque, il faut la faire vivre, on en reparlera tout à l'heure. C'est une mémoire, et comme toute mémoire, il faut la mettre en dynamique, c'est aussi mon rôle. Et puis tout en haut, c'est un étage que moi j'appelle produire, puisque nous avons aussi la chance d'avoir un laboratoire de production numérique, un laboratoire de production argentique, et des salles de réunion, etc. Ce qui veut dire que des photographes qu'on accompagne en cas de résidence ou sur des projets dédiés, quand on vient à la Villa Perrochon, mais aussi pour les spectateurs, on va voir des photographies, différentes esthétiques sur les murs, mais on peut aussi visiter les labos, et on peut aussi, nous en tout cas, vous faciliter l'accès à une mémoire, notamment photographique. Donc on est sur un lieu pluriel, où il y a plusieurs portes d'entrée pour se l'approprier, et le jardin, là aussi, c'est un lieu de vie. Ça, c'est moi qui l'ai souhaité. C'est un lieu d'exposition, mais un lieu de vie. On fait des causeries, on fait des ateliers. Et cette photographie, elle est symbolique, puisque c'est notre actualité. C'est une photographie qu'on a faite d'ailleurs avant de venir. C'est ce que voyait Perrochon quand il écrivait pendant 23 ans, de 1920 à 1943, 42-43. Il écrivait face à son jardin qu'il aimait tant. D'ailleurs, dans ses écrits, il parle beaucoup de son jardin. Et l'une des nouveautés, quand on est directeur, on veut toujours, ou directeur et directrice, toujours apporter des nouveautés, quitte à se tromper, mais en se disant qu'est-ce que moi je peux apporter en plus de la longue histoire associative d'un lieu. Et là j'avais envie, on commence modestement, grâce à l'appui de Michel Poivert notamment, on commence à raccrocher, à faire écho. C'est un lieu des mots, de littérature, c'est devenu un lieu de photographie. Pourquoi pas créer une résidence d'écriture sur la photographie? Ça s'appelle Dans le bureau d'Ernest. Je vous le présente, c'est tout petit, c'est un vestibule. Et les écrivains et écrivaines qui viennent, émergents ou confirmés, une semaine, prise en charge, bien évidemment, carte blanche totale, oui mais non, ils ont 2 carcans à respecter, unité de lieu, comme au théâtre, dans le bureau d'Ernest et pas ailleurs.
une semaine et une lettre ouverte à la photographie, ou des lettres ouvertes à la photographie. C'est-à-dire, c'est le principe d'une correspondance, prendre une image anonyme, raconter une histoire, etc., etc. On l'a lancé en début d'année, et le 24 janvier, dans quelques jours, la deuxième écrivaine, elle s'appelle Vanessa Bamberger, et pour la petite histoire, c'est l'arrière-petite-fille de Louis Lumière. Donc elle va écrire pour la première fois à ses ancêtres. Et je me dis, dans l'histoire d'un centre d'art, c'est des clins d'œil, mais finalement on crée des projets souvent à l'homme de son propre parcours. Moi je n'ai jamais été écrivain, mais j'aime les mots. Et on crée souvent un projet aussi en essayant de capter l'esprit d'un lieu. Créer une résidence d'écriture sur la photo, pour moi, c'est faire un petit clin d'œil à M. Perrochon, dont je vous ai montré la photographie. Michel Poivert nous accompagne aussi pour un financement, dans un centre d'art, on doit être exemplaire dans les rémunérations, dans les prises en charge, dans l'accompagnement. On ne fait pas tout bien, mais on essaie d'être irréprochable dans ce que nous faisons, parce qu'il y a ce label qui nous oblige quelque part et auquel nous devons rendre énormément de comptes à l'État, à la région et à la ville. Voilà. Et donc, ce jardin, c'est un lieu de vie. Moi, j'ai souhaité l'ouvrir. De par mon parcours, je suis très à l'aise avec la fonction que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, un centre d'art, ça m'a toujours fait peur. Donc, je ne l'oublie pas dans le quotidien et dans le message qu'on veut envoyer aux Niortais, aux Niortaises. Niort, c'est une ville de 65-70 000 habitants, 120 000 l'agglo, mais très bien située. Encore une fois, Montparnasse à 2 heures, La Rochelle à 1 heure, Bordeaux à 2 heures. C'est-à-dire qu'on est vraiment très connecté. C'est une des forces d'attractivité de cette ville. Mais je n'oublie pas qu'un centre d'art, ça fait peur. Donc je garde, moi, cette gymnastique que j'avais quand j'étais photographe et que Alice a, c'est-à-dire de passer par la porte, passer par la fenêtre, décontracter la parole, que ce soit aussi un lieu convivial, c'est pas facile. C'est 1 + 1 + 1 + 1. Et j'y pense maintenant. Il y a quelques jours, on a accueilli pendant deux jours un séminaire de travail des sapeurs-pompiers volontaires de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Eux, ils venaient pour la première fois. Et j'adore quand les gens me disent « je viens pour la première fois, centre d'art c'est pas pour moi, j'ai pas fait d'études, j'y comprends rien ». C'est très stimulant quand quelqu'un dit ça, on a juste envie de le prendre par la main, de le faire rentrer. Et ces sapeurs-pompiers volontaires, il y avait tous les chefs, ils étaient une trentaine, hommes et femmes, ils se sont réunis dans l'Artothèque, à notre invitation, au milieu des œuvres qu'ils découvraient pour la première fois, mais eux, ils venaient réfléchir sur la question de l'engagement. C'est-à-dire leur complexité de pérenniser l'engagement de citoyennes qui s'engagent comme pompiers volontaires. Et nous, dans le monde de la culture, c'est les mêmes enjeux. C'est comment on pérennise du bénévolat, comment on pérennise des fidèles spectateurs, des photographes qui pensent à nous pour proposer un projet, des voisins, tout simplement. Et justement, le lieutenant-colonel m'a posé une seule question. Il me demande quel est mon plan marketing. J'en ai pas de plan marketing. Et en même temps, si j'en ai trouvé un en étant concret, puis encore une fois, moi je suis dans l'hyper-proximité, dans le concret des choses, c'est que dès qu'il y a un vernissage, je mets un petit mot dans la boîte aux lettres de tout le quartier. Mais j'ai une vision du quartier à Niort qui est assez exponentielle. Donc ça va loin, je le fais moi-même avec un petit mot à tout le monde. Et on a parlé de ça avec ce lieutenant-colonel. Oui, je vais un peu loin. Et pour moi, c'est pas contradictoire avec des campagnes sur les réseaux sociaux, c'est pas contradictoire avec le fait qu'on expose en Chine depuis 2 ans. C'est ce travail par capillarité qui fait qu'un centre d'art, encore plus qu'un festival, puisque nous, c'est toute l'année, tous les jours, dans quelque chose qui peut faire peur, encore une fois. En plus, ici, les murs sont épais dans le Poitou, donc on est un peu caché. Quand vous viendrez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Ce qui veut dire que moi, j'ai une hantise en tant que directeur, c'est faire tomber les murs. Et vous voyez qu'on sait accueillir une foule importante quand on fait nos privatisations. Donc là, c'est juste avant, ça c'est juste après, etc. etc. Mais pour moi, c'est un lieu de vie. Alors bien sûr, tous les directeurs et directrices, il y en a peut-être ici, membres du réseau Diagonal et ou Luxe ou autres, on a la même ambition, c'est-à-dire forcément on a envie d'avoir des spectateurs, des spectatrices, des gens qui viennent nous voir, qui nous aident, qui nous accompagnent, bien évidemment, c'est une saine ambition, mais il faut savoir
que c'est un travail vraiment, j'insiste, sur le quotidien. Et donc une découverte pour moi aussi, puisque quand j'étais photographe, je pensais pour moi. Quand je dirigeais la résidence 1+2, je pensais pour 3 photographes en résidence sur une année, quelques projets satellites et quelques personnes qui m'accompagnaient dans une équipe. Et là, en tant que directeur, 20% sur l'artistique à peine, 60% de management, de RH, ce qu'on appelle RH, qui est un terme affreux, mais vous savez ce que ça veut dire, au sens très large du terme, hein, et penser pour les autres tout le temps. Et c'est passionnant, c'est stimulant, et je ne sais pas combien de temps je serai directeur de la Villa Perrochon, mais par contre, c'est un très bon poste d'observation d'une époque, de sa complexité, de la place de la culture dans un territoire, comment on fait ensemble, comment on fait culture. Et comme je suis empirique, je n'ai pas du tout d'idéologie. La Villa Perrochon est issue de l'éducation populaire, très forte à Niort. Vous connaissez Niort, j'aurais dû commencer par ça, puisque c'est la capitale des mutuelles. Vous avez tous dans vos poches un document avec un code postal 79. Maïf, Massif, MAF. C'est tous nos meilleurs amis à Niort, en espérant les attirer dans la culture et dans la photographie. Mais ils sont tous là, il y a plus de 40 mutuelles à Niort. Donc, d'ailleurs, Niort est la 4e ville la plus riche de France. 4e surface financière de France. C'est une bulle dans la bulle. À Toulouse, moi j'avais Airbus comme bulle, impossible d'y rentrer pour financer la culture et la photographie, très compliqué. Les mutuelles, c'est aussi un monde dans le monde, on y arrive, mais ils sont très sollicités, donc ils se protègent. Mais c'est un vrai enjeu, voilà. Et pour terminer ce petit préambule, moi j'ai presque fini en fait. L'esprit des lieux, tout est d'époque, rien n'est classé, c'est comme le directeur. Les vitraux, les cheminées, le bois qui craque, premier étage, là c'était Frédéric Stussin, une série qui s'appelait Les Interstices. Dans mon projet pédagogique, mon projet artistique, le projet culturel, c'est pour une photographie ouverte et engagée. Je ne rentre pas dans le détail, mais de par mon parcours, l'idée c'est montrer vraiment toutes les photographies du photojournalisme. Mon prédécesseur Patrick Delat y avait pensé, nous on essaie d'être encore plus au rendez-vous de ces écritures plurielles, et c'est un vrai challenge moi je dis souvent que c'est pas mes goûts que j'expose, que je programme. J'ai écrit ce matin d'ailleurs un édito dans un magazine où je parle de ça. Qu'est-ce qu'une direction artistique ? C'est surtout pas les goûts du directeur. C'est ce qui peut-être fait sens à un moment donné dans une époque et dans un territoire. Et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà pas facile. Et à ce titre-là, Alice Palot a été une des rencontres fondatrice et peut-être la seule qui fait le lien entre mon passé, la résidence 1+2 à Toulouse, puisque tu as fait une résidence à Toulouse, et la Villa Perrochon à Niort. J'en viens à me demander d'ailleurs si Alice n'a pas fait partie du comité secret de ma nomination à Niort, parce que du coup tu es la seule personne, je plaisante bien sûr, mais qui finalement qui participe à sa manière à mon parcours de jeune directeur d'un centre d'art à Niort. Justement, peut-être pour donner la parole à Alice, dis juste un mot du projet 1+2 et de ce que tu fais dans la connexion art et sciences à la Villa Perrochon, puisqu'effectivement, Alice, elle a bénéficié à la fois d'une résidence à Toulouse et d'une résidence à Niort. C'est à moi de réagir. Je pensais que c'était à ce que tu allais répondre. Tu n'as pas vu, il m'a fait comme ça, Dominique. Non, mais là, je t'ai posé une question sur introduire justement, peut-être en 2 mots, ce que tu faisais à Toulouse, en quoi ça consistait, bien sûr, bien sûr. Et quel était le contexte d'accueil d'Alice, et puis ce que tu fais maintenant à Niort. La résidence 1+2 qui n'existe plus depuis quelques mois, puisque on va dire que malheureusement, comme très souvent, on en parlait ensemble il y a quelques minutes, le politique a toujours du mal de faire transiter, de faire en sorte que les projets peuvent perdurer au-delà de celui qui a pris l'initiative ou de celle qui a pris l'initiative, et c'est bien dommage. Donc ça n'existe plus. Mais ce croisement des disciplines, il y a 10 ans, il y avait déjà eu des choses, mais moi j'ai souhaité en faire un systématisme, de mettre ensemble des photographes avec des scientifiques, parce que moi je ne comprenais pas la science.
j'ai fait sciences humaines, j'ai fait histoire géo, mais je voyais des photographes qui commençaient à me raconter des histoires, et je voyais surtout des scientifiques que je connaissais un peu, que j'ai appris à connaître, qui me racontaient des belles histoires. Je ne comprenais pas leur sémantique scientifique, mais ils me racontaient une histoire, tout simplement. Les photographes racontent des histoires. Et donc, on crée souvent les projets au bout d'une table, avec un crayon et une feuille. C'était ça la résidence 1+2. Créer ce systématisme de faire venir des photographes qui, dans la fabrique de l'image, veulent interroger la science, même s'ils n'y connaissent rien, même si ils ne sont pas légitimes quelque part. Ça a créé des connexions. Je dis souvent que les plus belles résidences, on en a fait 60 en 9 ans, les plus belles résidences, et Alice en fait partie, c'est souvent quand les mots n'ont pas le même sens au début. Quand il y a un quiproquo entre un photographe et un scientifique, là, du coup, ils s'interrogent mutuellement, et je sais de quoi tu parles, tu sais à quoi je pense, mais, et du coup, ils vont cheminer. Et la résidence, si elle est réussie, c'est que cette petite oasis du temps de la création, chacun reparte avec quelque chose, lâche ses certitudes pour en retrouver d'autres. C'est très théorique et en même temps, c'est très concret. Et cet esprit, j'essaie de le ramener à la Villa Perrochon, sauf qu'à la Villa Perrochon, ce n'est pas un projet Art Science, c'est un des ingrédients. En l'occurrence, le prix Photographie et Sciences que j'avais créé à Toulouse, je l'ai ramené dans l'escarcelle de la Villa Perrochon. C'est un rendez-vous d'automne, chaque année, dans le cadre de la fête de la science. Mais le reste de l'année, encore une fois, dans l'éclectisme du label dédié à la Villa Perrochon, nous montrons bien sûr d'autres esthétiques, mais c'est vrai que j'ai une appétence pour les photographes qui savent fédérer, qui savent s'entourer, au-delà de leur esthétique propre, qui savent aller chercher une autre expertise, un autre regard sur le monde pour se nourrir eux-mêmes et peut-être aussi sortir parfois d'une zone de confort. Et donc c'est vrai qu'à la Villa Perrochon, j'avoue, c'est plutôt ces photographes-là, émergents ou très connus, que j'ai envie d'inviter à la Villa à Niort. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Je pense qu'on pourra y revenir dans les questions. Et effectivement, par rapport à ce que tu as dit, avoir pensé à inviter Alice Palot à cet atelier, c'est une très bonne idée parce que précisément, votre travail, il est à l'intersection de la science et de la création artistique. À travers souvent des thèmes qui touchent aux problèmes d'environnement. Vous allez nous présenter le projet que vous avez fait sur les algues vertes en Bretagne. Mais vous avez fait d'autres projets. J'avais noté notamment, tu parlais d'Oasis tout à l'heure, il y a un projet qui s'appelle Oasis. Oasis, c'est le nom de la société qui fait, vous savez, les petits cubes verts de mousse durs dans lesquels on plante les fleurs pour les tenir et qui donc maintiennent l'humidité et permettent d'avoir les fleurs droites, ce qui est une catastrophe écologique. Et donc, Alice, tout de suite, elle s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Et sur les algues vertes, évidemment, on sait le désastre que c'est en Bretagne. Donc, Alice, je vais vous laisser la parole pour que vous vous introduisez, en fait, pour rappeler un peu comment vous en êtes arrivé à travailler avec des scientifiques et puis de présenter ce que vous avez fait sur les algues. Donc, pendant ce temps-là, je vais mettre votre diaporama. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie de présenter le projet Algues Maudites, également aux côtés de Philippe Guioni. On est très liés. En effet, nos parcours se croisent. Et donc, la résidence 1+2 et la Villa Perrochon ont beaucoup marqué mon parcours. Donc, en effet, je peux revenir à la série Oasis, même si je ne la présente pas dans cette présentation. Oasis, c'est la première série que j'ai réalisée en lien avec les sciences, mais sans travailler directement avec des scientifiques. Donc, je me suis basée sur des articles scientifiques, j'ai travaillé avec des botanistes, et ça a été le projet que j'ai présenté dans le dossier de la résidence 1+2, qui m'a permis par la suite de enfin pouvoir collaborer avec des scientifiques en chair et en os. Voilà. Donc, je travaille principalement sur les actions néfastes de l'être humain sur la nature, en collaboration avec des associations de militants, militantes, et puis avec des scientifiques, dans le but de montrer des problématiques qui sont complètement
non visibles et invisibilisées. Donc non visibles lorsqu'il s'agit par exemple d'une problématique qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et invisibilisées lorsqu'il s'agit d'une problématique où il y a une forme d'omerta, comme c'est le cas pour la problématique des algues vertes que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Donc je vais revenir tout d'abord sur cette problématique. Donc les algues vertes prolifèrent en masse en Bretagne Nord dû aux déchets de l'agriculture intensive. Donc ces déchets, nitrates et phosphates, vont se déverser dans la mer et vont créer un engrais extrêmement puissant pour les algues vertes qui se multiplient en masse. Mais elles sont déjà présentes dans les Côtes d'Armor, dans la baie de Saint-Brieuc. Ensuite, ces algues, lorsqu'elles s'échouent, eh bien, elles vont rentrer dans un phénomène de putréfaction, elles pourrissent, et lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a une certaine chaleur, eh bien, elles vont créer un gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui est complètement toxique et mortel pour n'importe quel vivant qui va respirer ce gaz. Donc aussi bien des êtres humains, on a eu 5 ou 6 morts depuis les années 90, que le vivant, des animaux qui sont évidemment très difficiles à compter. Donc tout cela, tous ces déchets de l'agriculture intensive viennent de l'adoption de ce modèle américain dans les années 60, avec notamment le remembrement, donc l'agrandissement des parcelles. Voilà, et donc l'idée avec ce projet Algues Maudites qui dure maintenant depuis 4 ans et qui a débuté vraiment à la résidence 1+2, c'est de créer des liens, de tisser des relations entre différents acteurs et actrices qui vont défendre, ou pas d'ailleurs, cette problématique des algues vertes. Donc comme je disais, aussi bien des scientifiques que des militants, que des penseurs, par exemple. Là, sur cette image, vous voyez Pauline Hérel, de l'association Sauvegarde du Trégor, qu'elle est au Penthièvre, en Bretagne, qui va creuser des carrés sur chaque plage de la baie de Saint-Brieuc, de 1 mètre par 1 mètre, pour regarder quel type d'organisme va survivre au manque d'oxygène dû au gaz H2S et dû à l'eutrophisation de la matière organique dans les sols. Voilà. Et donc, l'idée ici, dans ce type de documentaire photographique, ce n'est pas de rester sur l'événement et la conséquence, donc l'événement, les algues vertes, la conséquence, la toxicité, des morts, etc. C'est d'invoquer ce que j'appelle une sorte expérience de l'empathie, notamment à travers une esthétique, comme vous le voyez, qui peut parfois être une esthétique du toxique, une esthétique qui va avoir un lien avec, par exemple, la science-fiction. Et donc, j'invoque cette expérience justement pour aller au-delà, autrement en tout cas, et je crée ces images avec des déchets. Donc, cette image a été réalisée avec une bouteille de plastique que j'utilise en filtre photographique. Donc, des déchets, des algues vertes que je trouve, que je glane sur les territoires que j'investis pour justement rentrer dans une autre couche narrative ici par rapport à la pollution. Philippe parlait de raconter des histoires. La science raconte des histoires, je pense, et moi je raconte des histoires en traduisant justement des données scientifiques à travers des narratifs visuels. Ici, par exemple, vous voyez une image qui est plutôt prise en gros plan, avec des algues vertes en bas qui sont sèches et qui viennent emprisonner des plantes présentes sur une plage de la baie de Saint-Brieuc, un petit peu comme une grande toile d'araignée. On a aussi l'idée de déplacer le point de vue, d'essayer d'avoir un point de vue moins anthropocentré dans ce documentaire que j'appelle documentaire d'anticipation, donc toujours dans l'idée de documenter le réel et d'invoquer ma vision d'un futur proche. Ici, j'ai mis mon appareil photo dans l'eau avec une algue verte placée sur l'objectif dans l'idée de regarder du point de vue d'une algue, de regarder ces passants, ces touristes qui jouent sur les rochers de la baie de Saint-Brieuc. Il y a quand même l'idée que l'imaginaire a une place importante dans ce documentaire d'anticipation, que tout comme la science-fiction d'ailleurs, le réel s'exprime à travers une forme d'esthétique imaginaire. Mais pourtant, je l'appelle toujours documentaire. Donc à droite, on a ce garçon qui vient inspirer ou alors expirer dans cette bulle qui rappelle justement la bulle d'oxygène qui est extrêmement importante, le rapport à l'oxygène dans ce documentaire. Le rapport toujours aux militants, militantes qui posent ici.
et la plage stérile. Donc j'ai travaillé avec Yves-Marie Lelay, qui est directeur et qui a créé l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre. Yves-Marie Lelay est philosophe également. Et donc il parle ici de plage stérile, je trouve que c'est une très belle métaphore, pour justement exprimer le fait qu'il n'y a plus d'écosystème, de biodiversité capable de vivre sur ces plages envahies par la toxicité dans les Côtes-d'Armor. Mais il y a une petite particularité, c'est qu'il parle des organismes qu'il connaît, c'est-à-dire des organismes qui peuvent vivre en situation d'oxygène, qui ont besoin d'oxygène. On va y revenir après. Cette image-ci, elle est extrêmement importante, puisque c'est la première fois, et c'est la seule image d'ailleurs dans ce travail, où la fiction sert la réalité. Donc je devais partir en mission vérité terrain, dans les Côtes-d'Armor avec un institut scientifique, c'est le vrai nom de la mission. Et quelques heures avant de me rendre dans cette mission dans la baie de Saint-Brieuc, eh bien, les scientifiques ont annulé ma venue. Ça n'a pas été vraiment justifié, mais à mon sens, pour cause d'omerta, parce que forcément, une photographe qui vient photographier des algues vertes, ça peut être problématique, surtout vu l'angle assez engagé que j'avais dès le départ, et que je n'avais pas forcément annoncé. Donc ici, j'ai mis en scène d'autres personnes afin de montrer, de pouvoir vous parler justement de cette mission Vérité Terrain à laquelle je n'ai pas pu assister. Et c'est à ce moment-là que le lien avec Toulouse est apparu comme un peu plus évident, puisqu'en fait, il était très compliqué, même si je ne suis pas bretonne et que je n'habite pas en Bretagne, il me paraissait compliqué de travailler avec des instituts scientifiques bretons, étant donné que, en tout cas, peut-être pas tous, mais pour certains, ils étaient vraiment ils faisaient face à une omerta assez impressionnante, alors qu'à Toulouse, on pouvait parler d'algues vertes sans problème. Donc à droite, vous avez une microscopie d'une algue cyanobactérie toxique. À gauche, je les appelle les visages verts, donc ce sont ces personnes peut-être intoxiquées du futur. Je vous laisse voir. Et ici, je viens vraiment faire le lien, encore une fois, entre Toulouse et la Bretagne. Donc à gauche, on a un échantillon de sable noir putréfié. Donc il faut savoir que dans les Côtes-d'Armor, dès que vous creusez avec votre main de quelques centimètres dans le sable, il est putréfié, donc il est noir charbon. Ça veut dire qu'il y a un manque d'oxygène. À gauche, c'est donc un échantillonnage et une photographie de l'observation d'un échantillon de ce sable noir qui a été réalisé à Toulouse, puisque Yves-Marie Lelay ne trouvait pas de laboratoire qui puisse fournir une photographie de sable, concrètement. Voilà. Donc on voit concrètement des amas noirs putréfiés qui montrent vraiment cette putréfaction. Il n'y a rien dedans, il n'y a plus de vie, il n'y a rien. Et à côté, ce qui est joli, qui brille, ce sont des silices, donc du sable. Et c'est rose parce que ça a été réalisé avec un microscope à fluorescence qui va réfléchir la lumière d'une certaine manière. Et à droite, on a une mare qui est présente dans l'université de Paul Sabatier, au CNRS. Et cette mare, elle vient, en fait, elle a les mêmes conditions d'eutrophisation de la matière organique, de manque d'oxygène, que celle des marées vertes, des algues vertes, des plages en Bretagne. Donc on a voulu faire le lien. Et c'est avec ce projet que j'ai présenté, que j'ai voulu postuler à la résidence 1+2, c'est avec l'idée de la construction d'un aquarium qui reproduirait ce qu'on ne peut pas voir sous les algues, donc reproduire les conditions de marée verte à Toulouse, en aquarium, pour observer peut-être des organismes ou autres qui proliféreraient dû au manque d'oxygène et en situation de manque d'oxygène. Donc ici, vous voyez des photos de justement cet aquarium. Et il y a un film qui a été réalisé, donc, qui va venir en fait questionner les nouvelles conditions d'habitabilité de la Terre si on prend en compte que ce phénomène, ce fléau algues vertes, prend de plus en plus d'espace et que les organismes qui survivent très bien au manque d'oxygène. Donc je vous laisse visionner ce film, il dure 5 minutes.
Merci pour votre attention. J'espère que c'était pas trop dur à regarder, parce que je sais que certaines personnes ont du mal avec ces ambiances sonores. Mais justement, l'idée, c'est d'être le plus réaliste possible, tout en invoquant justement un futur proche. Et pour tout vous dire, ces sons, on les a inventés. Donc l'idée, c'était justement de rendre le plus réel possible des organismes, je ne sais pas si vous les avez reconnus, qui sont des organismes qui vous entourent, qui nous entourent. Ce sont des escargots, des vers, des crevettes. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de montrer qu'on connaît peu, en fait, les organismes qui nous entourent. Moi, je n'aurais pas pensé qu'un escargot était capable de vivre sans oxygène. Pas tous, mais certains. Et donc, c'est une manière, voilà, de vouloir regarder autrement la nature, l'environnement, les organismes qui sont autour de nous, de manière assez science-fictionnelle. Maintenant, je montre un petit peu les backstage de ce film. Donc ça, c'est au CNRS. Modifier les conditions d'oxygène dans un petit aquarium, ça prend 8 mois. Là, on avait 3 semaines de résidence. Et donc, on se débrouille toujours avec les moyens qui sont mis en place. Et donc ici, comme vous le voyez sur l'image qui est tout en haut, on a mis en place 3 aquariums. Un premier
on a des conditions plutôt d'oxygène avec des plantes myriophiles. Un deuxième avec justement des algues qui sont plus présentes avec une eutrophisation de la matière organique et donc moins d'échanges d'oxygène déjà. Et un troisième bac où là, concrètement, il y a plutôt, ça ressemble à de la vase, un grand tapis vert. Voilà. Et c'est aussi pour vous montrer qu'on peut filmer, qu'on peut faire des choses avec des moyens qui ne sont pas énormes. On y reviendra après, mais je pense que c'est important. C'était pas du tout une grosse production. Non, c'était pas une grosse production. Et souvent, comme ces résidences, comme souvent les projets culturels, ça tient à une personne. En l'occurrence, là, c'est un scientifique qui t'a ouvert les portes de ce labo, qui a été facilitant. Et le rôle d'un directeur, au-delà de trouver le financement pour que l'artiste soit à l'aise et n'a pensé qu'à sa création, c'est savoir aussi répondre au téléphone d'une direction de la communication du CNRS quasiment tous les 2 jours. Je ne sais pas si tu le sais, ça. Qui me dit, mais elle sait ce qu'elle fait ? Oui, bien sûr. Tout ça est maîtrisé, contrôlé. Voilà. Donc le rôle d'un directeur ou d'un responsable de programme, c'est aussi protéger l'artiste du moment, pour qu'il puisse gagner du temps et faire le maximum dans une contrainte de temps qui était là incroyable, c'est-à-dire 3 semaines avec quasiment bonjour, c'est moi, je m'appelle Alice Palot, bonjour, la résidence 1+2, en gros presque rien préparé en amont, puisque là il a fallu aller très vite sur un financement qui est arrivé via la Belgique, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était une résidence coup de poing quelque part. Voilà. Et puis peut-être dire que ces 3 semaines de résidence, vous êtes toujours sur ce projet, oui. Au bout du compte. Peut-être que je vais clore, mais oui, ça fait 4 ans en tout cas. Et c'est vrai que pour revenir sur la résidence 1+2, voilà, moi c'était une résidence que je connaissais. Il y avait des photographes que j'admirais beaucoup qui étaient passés par cette résidence, comme Mathieu Gavsou. Et j'habitais en Belgique puisque j'ai fait mes études là-bas. Et quand j'ai vu cet appel à candidature qui était pour des résidents de la région Wallonie-Bruxelles, voilà, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et en effet, Philippe a raison. C'est vrai que le scientifique ici qui m'a accompagnée, qui s'appelle Frédéric Azémar, voilà, a été exceptionnel parce que d'une grande ouverture, compréhension artistique et créative, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les scientifiques. Parfois, on est des scientifiques qui vont penser que justement l'image est témoin, n'est que témoin. Et donc, ici, justement, l'idée, c'est comment traduire des choses qui sont de l'ordre du non-visible. Et pour ça, on est obligé d'invoquer, en tout cas à mon sens, une forme d'imaginaire assez présent. Il y a beaucoup de photographes qui font l'erreur aujourd'hui. Projet Art Science, ça ne veut pas dire faire des images de la machinerie scientifique. Là, c'est du backstage qu'on vous montre. Mais il y a beaucoup de photographes qui pensent qu'un projet Art Science, ça va être... quelque part s'inscrire dans une iconographie scientifique déjà existante. La science n'a pas besoin de photographes si c'est pour refaire la même iconographie scientifique. C'est la question de la distance que va apporter un photographe avec son regard d'auteur et d'autrice, la question de la distance pour les scientifiques eux-mêmes. Ils ont besoin de cette photographie avec cette subjectivité forte pour pouvoir, eux, mieux faire passer au grand public leur cartésianisme, quelque part, leur rigueur, leur expertise, etc. etc. Et c'est là que la photographie a une vraie plus-value à jouer. C'est la question de la distance. Je repense toujours, et tu le connais, Sylvestre Maurice, celui qui envoie les robots sur Mars. Un jour, il dit avec une forme d'émotion, je viens de comprendre au bout de tant d'années pourquoi j'aime accompagner des photographes et pourtant on n'a pas le même langage. Moi, ça fait 30 ans que je suis obsédé par Mars. Et en écoutant ces photographes, je viens de comprendre pourquoi j'aime la Terre, pourquoi j'ai cette obsession scientifique de donner ma vie à une planète sur laquelle je n'irai jamais. C'est la question de la distance. Il avait perdu le fil de la distance dans son expertise scientifique. Il a retrouvé avec des photographes non spécialistes, mais qui lui ont appris le pas de côté. Et quand des photographes, des scientifiques arrivent à s'entendre mutuellement et se retrouver quelque part pour accepter le pas de côté, c'est là où ça marche, une résidence, un temps de création. Quel qu'il soit, c'est pas une question. Moi, je connais des résidences à 25 000 € qui ne racontent rien. Parce que chacun reste dans son précaré. Bien sûr, quand c'est financé, c'est encore mieux. Mais vraiment, le photographie science, c'est compliqué. Art science, c'est compliqué. Tout est dans le « et », le « ET ». Il ne faut pas que l'un vampirise l'autre. Le photographe n'est pas là au service de la com d'un laboratoire de recherche. C'est un autre métier, ça. Et en même temps, le scientifique doit aussi s'abandonner, et c'est pas facile.
Et toi, tu le fais très bien. Il y a un aspect, comme le temps tourne, je vais introduire un aspect dont vous allez parler maintenant, mais que je trouve c'est important que vous le développiez, c'est aussi le côté hasard. Et comment le hasard crée une œuvre artistique et crée du progrès scientifique. Et voilà. Alors, pour le hasard, l'accident scientifique, je vais vous montrer cette photo. C'est une photo d'une boîte de pétri dans laquelle j'ai introduit une image d'archive qui est celle d'un marcassin, d'un cadavre de marcassin mort en 2011, donc 36 marcassins qui décèdent en même temps sur la même plage de la baie de Saint-Brieuc, intoxiqués par une inhalation au gaz H2S hydrogène sulfuré. On a très peu d'images d'archives parce que les corps ont été tout de suite enlevés pour ne pas qu'on en parle justement le moins possible. Et Yves-Marie Lelay, ce fameux militant dont je vous parlais, a pris une image que j'ai justement imprimée, que j'ai placée dans la boîte de pétri. Et puis, j'ai déposé des algues et j'ai créé une culture d'algues, c'est les petits bouts noirs que vous voyez, sur l'image dans la boîte de pétri, vraiment pour réaliser cette photo, pour montrer l'image d'archive autrement, pour lui donner une autre forme, pour la faire vivre sans montrer un cadavre de manière assez frontale et premier degré. Et j'ai en fait laissé cette boîte après avoir réalisé la photo dans le frigo du CNRS. Et 3 semaines après, que j'ai dû ranger puisque je partais du CNRS. Et lorsque j'ai retiré le tirage de la boîte de pétri, eh bien, stupéfaction, le tirage avait complètement évolué et ce n'était pas du tout prévu. Donc là, voilà, on voit les boîtes qui évoluent dans le frigidaire. Vous voyez mieux cette image du marcassin, là, à droite. Donc tout ça est fait dans un environnement stérile pour qu'il n'y ait pas de bactéries autres que justement la toxicité des algues qui est en contact avec le tirage. Et voici l'image à gauche du cadavre du marcassin non altéré et l'image à droite après 3 semaines de contact avec des algues toxiques. Pour moi, c'était vraiment une sorte de révélation très, très importante et hyper étonnante parce qu'en fait, c'est la première fois que ces images ont pu servir de témoins du toxique par rapport à un contact de matière. Comme si le tirage photographique devenait justement porter les stigmates de cette toxicité. Donc suite à ça, j'ai postulé à la Villa Perrochon, donc il s'est passé quand même 2 ans, où j'avais envie en fait de travailler cette expérimentation de la matière, mais c'est compliqué. On demande à un centre d'art ou autre, ou une galerie, ou que sais-je, d'accueillir une expérimentation avec du toxique qui n'est pas vraiment contrôlable et qui se diffuse dans l'air. Donc, j'avais du mal à trouver des soutiens. Oui, et là, c'était la direction de la communication de la mairie de Niort qui m'appelait. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait ? Oui. Et voilà, il y a eu cette bourse de recherche expérimentale pour les 30 ans de la Villa Perrochon qui est apparue. Et donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. Et donc, on a réalisé justement... Alors, c'était exactement au moment de l'investiture de Philippe. Donc, j'ai fait le début avec Patrick Delat, l'ancien directeur, et puis Philippe est rentré. Donc, c'était une belle aventure de continuer comme ça. Et... voilà, dans cet espace, vous voyez 10 bacs avec des algues toxiques, des cultures d'algues toxiques et des tirages qui sont des tirages de la baie de Saint-Brieuc, jaunes, qui donc évoluent au contact des algues toxiques pendant 12-13 jours avant qu'ils soient changés par l'équipe de la Villa Perrochon, qui connaît très bien la recette, qui n'est pas si simple, et voilà, et donc qui doit aussi faire attention à la toxicité. Et donc, toutes les 3 semaines, il y a une sorte de performance où je sors en fait les algues, enfin les tirages des bacs, et on découvre ensemble comment l'algue agit sur le tirage. Donc, c'était aussi assez incroyable de pouvoir jouer avec cette matière, parce que voilà, comme je le disais, c'est vraiment la preuve du toxique qui se révèle en fait comme un révélateur dans un labo qui se révèle sous nos yeux. Et donc voilà, j'aime bien cette image parce que pour moi, elle montre vraiment l'ambivalence de ces images. On voit encore la crevette, donc c'est une photo d'un écosystème en danger dans la baie de Saint-Brieuc. La crevette est en bleu au milieu, mais on voit aussi très bien toutes les taches de toxicité. Donc pour moi, on est à un moment de déséquilibre ou d'équilibre,
en tout cas un dérèglement qui est charnière. Donc, quelle voie va prendre cette image qui fait évidemment écho au réel? Voilà, c'est toutes ces questions que j'ai envie de poser à travers ces expérimentations. Ensuite, j'ai continué, je vais faire plus rapide pour la suite, mais voilà, de manière très simple, j'ai continué ce projet avec l'EICA et l'Agence spatiale européenne qui a fait appel, disons, à moi pour une résidence pour justement mettre en regard les images satellites de l'Agence spatiale européenne qui montrent aussi le non visible, mais depuis l'espace. Donc là, ils voyaient des algues, des blooms d'algues qui étaient non visibles depuis l'océan, mais visibles depuis l'espace dû à leur taille, micro. Et donc, de montrer ce non visible ici avec l'expérimentation de la matière également. Donc, vous voyez ici les algues créent des faisceaux, en fait, rouges. Et pour moi, ça faisait référence directement aux longueurs d'onde rouges et infrarouges qui font proliférer les algues lors de la photosynthèse. Donc, je vais passer rapidement, mais vous voyez, il y a différents types d'altérations que je ne contrôle absolument pas. Mais bon, ça change quand même selon la température de la pièce ambiante. Voilà, et quelques images qui ont été réalisées lors de ce dernier partenariat et résidence avec des prismes rouges et infrarouges, toujours avec des éléments scientifiques qui m'entouraient, dans l'idée justement de parler de ce rayonnement rouge-infrarouge issu de la photosynthèse qui fait proliférer les algues dans la baie de Saint-Brieuc et la rivière du Gouessant. Dernière image qui est la rivière dans laquelle va se déverser tous les nitrates et phosphates extrêmement toxiques avant d'aller dans la mer, être un engrais extrêmement puissant pour faire proliférer les algues vertes. Voilà, ensuite, 2022, première exposition des algues vertes, voilà, avec le film qui était montré à gauche. On a reproduit un petit peu un aquarium dans cette chapelle, la chapelle des Cordeliers. Et je vous montre d'autres formes d'exposition, voilà, dans le bâtiment réalisé par Zaha Hadid à Montpellier, donc beaucoup plus blanc, beaucoup plus épuré, avec des cimaises. À Paris Photo, l'année dernière, avec la galerie Hangar, où là, on a essayé de faire une sorte de résumé de ce projet à 2-3 volets. Et cette exposition également à la galerie Leica, avec justement des images de l'Agence spatiale européenne. Le projet Algues Maudites, il a été montré 65 fois environ sur 3 ans, vraiment dans le monde entier. Et peut-être que je peux terminer là-dessus. Pour moi, c'est un projet extrêmement local, parler d'une problématique très ciblée en Bretagne. Et en fait, ce qui a été très important, c'est que partout où je le montrais, au Brésil par exemple, en Turquie, en fait, toutes les personnes avec qui j'échangeais avaient des problématiques dues à l'agriculture intensive et à la pollution des eaux dans leurs pays respectifs. Et donc c'est là que voilà, je me suis aussi rendu compte en le faisant, évidemment, qu'il m'est paru extrêmement intéressant de développer encore plus ce type de projet engagé, parce qu'en fait, ils peuvent résonner et ils peuvent faire bouger les lignes, je l'espère. Voilà. Merci beaucoup, Alice, pour cette présentation très claire de votre travail. Mais alors du coup, maintenant, vous êtes richissime, avec tous ces fonds de l'Agence spatiale européenne, de la Villa Perrochon. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu justement sur comment, quand on est photographe, on arrive à monter des projets de collaboration entre les photographes et des scientifiques? Est-ce que donc là, vous en avez un peu parlé autour de 1+2 et de la Villa Perrochon, mais voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous devez faire des démarches particulières? Est-ce que vous répondez à des appels à projets? Comment ça se passe? Alors les appels à candidature, les appels à résidence, les appels à bourse, ça je pense que ça fait partie de notre travail quotidien. C'est tout le temps. On a tout le temps des refus. Mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Et au bout d'un moment, on commence aussi à avoir des réponses positives. Et donc ça, c'est une première chose. Mais je dirais que ce qui fonctionne le mieux, malheureusement, c'est plutôt des relations qui vont être de l'ordre d'un contact humain, qui peuvent justement amener à des résidences, à des collaborations.
avec la série Algues Maudites. C'est vrai que j'ai plutôt eu de la chance. On m'a proposé des collaborations. J'ai postulé à la résidence 1+2, j'ai postulé à la Villa Perrochon, mais après, l'agence spatiale, ils sont venus vers moi, l'EICA aussi. Et donc tout s'est fait de manière plutôt naturelle. J'ai publié 2 livres aussi. Ça s'est fait aussi de manière naturelle. Ah oui, voilà, c'était l'exposition à la MEP. Et donc c'est vrai que tout ça s'est fait voilà, de manière, je dirais, assez agréable, sans trop chercher de fond. Maintenant, c'est assez rare. Et là, je travaille sur d'autres projets où je cherche des fonds et où il n'est pas facile d'en trouver parce que c'est un projet qui n'est pas sorti. Et parce qu'après 4 ans de recherche, j'ai aussi envie justement de faire plus de recherche pour ce nouveau projet et donc d'avoir un minimum de fonds. Et c'est vraiment pas évident parce que ça dépend aussi d'où viennent les fonds. Par exemple, j'ai eu une bourse du CNAP, donc ça c'est génial. Mais maintenant, je suis à bout de cette bourse. Et donc, je sais que si je demande des fonds, par exemple, à un institut scientifique, eh bien, je n'aurai peut-être, je dis bien peut-être, pas toute la liberté artistique que sur le projet Algues Maudites, par exemple, qui peut être un problème, la liberté critique également. Donc c'est sûr que économiquement, même si un projet fonctionne bien, se rémunérer derrière et trouver des fonds, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'être représentée par une galerie, la galerie Hangar à Bruxelles, donc ça aide. On a fait Paris Photo, donc voilà, il y a eu quand même des leviers assez importants. Mais voilà, oui. Et une autre question, comment vous avez été conduite à vouloir développer un travail autour de questions scientifiques comme ça? Parce que quand on vous entend parler, on sent que malgré tout, vous avez une certaine maîtrise de la science. Oui, merci pour cette question, parce qu'en fait, je voulais le dire tout à l'heure par rapport à Frédéric Azémar et à la résidence 1+2, et à ce fameux scientifique avec qui ça n'a pas fonctionné au début. Le premier enjeu, lorsqu'on travaille avec des laboratoires scientifiques, c'est de comprendre ce qu'ils disent. Et vraiment, je dis ça vraiment, c'est pas une blague. Et je pense que la première chose, ça a été vraiment de digérer toutes ces informations et ce vocabulaire complètement impénétrable. Voilà, et Frédéric a été extrêmement patient dans ce travail de traduction, de vulgarisation scientifique. Et en effet, maintenant, ça fait quelques années, donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ce langage et je me sens aussi plus légitime et plus à l'aise, mais je n'ai pas fait d'études scientifiques et donc voilà, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Après, maintenant, je lis beaucoup d'articles scientifiques, je m'intéresse au domaine, au milieu, ce qui était le cas aussi avant la résidence 1+2 et qui, je pense, m'a permis d'accéder à la résidence. Mais voilà, ce sont des connaissances qu'on acquiert petit à petit. Et moi, dans le rôle qui est le mien, après, le petit plaisir, c'est ne plus savoir qui parle. Est-ce que c'est le scientifique qui parle? Est-ce que c'est le photographe qui parle presque mieux que le scientifique qui parle? Et ça, c'est toujours un moment assez intime, finalement. On se dit, waouh, Alice Palot, elle parle aussi mieux que Frédéric Azémar, scientifique renommé au CNRS à Toulouse. Ce que je veux dire aussi, de par les gens qui ont un métier comme moi, d'accompagnant, de responsable de projet, de directeur, directrice, bon, peu importe les titres, c'est ce rôle invisible de l'ombre. Là, on est sur scène, on parle de ce qui fait ta vie, tes projets. Et tous celles et ceux qui ont un rôle comme le mien, c'est aussi ces grands moments de solitude où on se dit comment on va accompagner ce projet, est-ce que le carré d'adresse il est adapté, oui, non, comment on enfonce des portes, pas pour soi, pour accompagner une petite pierre de ce projet-là parce qu'on y croit. Et surtout, toujours fédérer. Toi, tu as vraiment cette qualité de fédérer des énergies, d'autres l'ont aussi. Et ça, c'est vraiment très important de ces projets, d'avoir une vision, mais on ne peut pas faire tout seul. Surtout ces projets art sciences qui sont monumentaux, qui sont amples, on ne peut pas faire tout seul. La plus grande qualité de tous ces photographes, c'est pas tellement les esthétiques, je trouve, qu'elles portent, c'est cette capacité à faire groupe, à faire petite communauté ouverte sur le monde, mais petite communauté quand même, chacun dans ses compétences qui grandit ensemble autour d'un projet, d'une vision sur le monde. Et ça, c'est aussi un autre plaisir pour des personnes comme moi qui, au bout d'un moment, mettent une pièce, c'est-à-dire facilitent un contact, apportent une bourse,
prennent le coup de téléphone, peut dire ce projet n'est pas pour moi, mais regarde de ton côté, toi, tu es mieux placé pour l'accompagner. C'est aussi ce travail de l'ombre que l'on fait, qu'on essaie de faire en tout cas quand on est à la tête d'un lieu, et aussi savoir dire non à des projets pour que d'autres les accompagnent mieux que ce qu'on pourrait faire soi-même. Ça, c'est aussi important. Et ça, c'est important de le dire parce que, effectivement, on a la chance en France, autour du travail des artistes, d'avoir des centres d'art, d'avoir des galeries, c'est énorme, d'avoir des agences ou des collectifs qui, effectivement, de façon souvent peu visible, accompagnent ce travail et fait que l'engagement de l'artiste peut aller jusqu'au bout. On va peut-être donner la parole à la salle. Alors, si vous avez des questions, oui, une question là-bas. Je voudrais savoir quel type de tirage vous avez utilisé. Je suis une affreuse scientifique. Donc ça m'intéresse parce que c'est un substrat que vous avez utilisé en l'occurrence et que s'il est argentique ou numérique, ça ne va pas faire pareil. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé de tirage jet d'encre parce que évidemment l'encre s'en allait tout de suite. Donc on a utilisé un tirage UV lambda avec une encre qui est... Donc ce n'est pas de l'encre en fait, hein, c'est un tirage argentique lambda. Et donc c'est ce qui... Avec de la gélatine en effet, mais surtout ce que je n'ai pas dit, pour ne pas trop complexifier, c'est qu'il n'y a pas que le tirage en fait. Il y a les nutriments pour les algues qui sont mis aussi sur le tirage. Donc des nitrates et du phosphore. Alors du coup, on a utilisé de la Volvic parce qu'elle était riche en nutriments, pour être précise. Voilà, je donne mes recettes. On a utilisé de la Volvic parce qu'elle était riche en nutriments, avec une gélatine qui permettait de garder la Volvic justement concentrée en gélatine. Voilà, ça, c'était la recette des scientifiques du CNRS pour conserver les algues. C'est pas une question, mais c'est une réflexion. Là, on va commencer à fêter le bicentenaire de la photographie. Finalement, tous ces projets Art Science, c'est qu'un retour aux sources. La photographie, c'est d'abord une chimie, c'est d'abord une alchimie. Et à ta façon, est-ce que j'y pense en voyant ta réponse, tu deviens alchimiste aussi, toi, quelque part. Donc finalement, la célébration qu'on va avoir pendant plus d'un an, de septembre 26 à septembre 27, tous ces projets vont y trouver une place de manière évidente, comme un retour aux sources, quelque part. La photographie, c'est d'abord une chimie. Alors moi, j'ai une première remarque et puis une petite question. En fait, ma remarque, c'est des remerciements, parce que c'est pas si simple de présenter rapidement une activité culturelle, et ça, c'est ce que Philippe a fait, et je crois qu'on y voit clair sur les enjeux et la complexité de ce rôle, et puis son importance aussi. Et puis d'essayer de comprendre la réalité d'une réalisation, alors là à la fois photographique et scientifique. Donc vous remercier de cette clarté voilà, de simplification pour qu'on puisse entrer un peu dans le vif du sujet. Moi je pense qu'il y a aussi un engagement militant qui est là pas tellement énoncé, mais qui est très politique et très fort et assez intéressant, parce que peut-être qu'il y a eu quelques réactions des pouvoirs publics pour essayer de quand même contrôler un peu mieux ce qui se passait. Et puis ma petite question, c'est sur le moment du film. En fait, votre idée avec ce film, donc, c'est de montrer quand même quelque chose qui existe, ou c'est complètement construit artificiellement pour évoquer? Merci pour votre question. Je veux revenir sur ce que vous dites en effet par rapport à l'engagement. C'est vrai qu'ici j'en ai peu parlé, mais cette année, enfin en 2025, il y a eu un événement important. Reporters sans frontières, donc, qui défend les journalistes photographes pour la liberté de la presse, m'a contacté pour faire partie des 40 photographes représentant RSF pour leurs 40 ans, pour une photographe justement engagée et en danger par rapport à la liberté de la presse.
Donc au début, j'étais assez étonnée parce que je me considère comme artiste photographe. Et après un bon nombre de discussions avec elles et eux, voilà, j'ai trouvé que ça faisait sens. Et donc maintenant, je suis assez active avec RSF. Et pour moi, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce travail rentre aussi bien dans le champ de l'art contemporain, dans le champ des sciences et de la vulgarisation scientifique qui peuvent aider les scientifiques, mais aussi dans des champs plus engagés, comme clairement celui du reportage. Donc pour répondre à votre question par rapport au film, justement par rapport à ça, tout est complètement réel. Il n'y a jamais de fiction. Tous les organismes que j'ai filmés dans un aquarium, alors il s'agissait d'une expérimentation, mais tout est réel. Je ne modifie rien à part les couleurs avec des déchets, des éléments scientifiques que je viens me réapproprier justement pour qu'on croit avoir un doute sur la nature des images. Mais l'idée, pour moi, c'est vraiment de créer une imagerie qui est belle pour attirer et alerter, justement. Attirer par quelque chose de beau et alerter par quelque chose d'étrange. Le film, comme vous avez vu, il y a aussi des formes d'étrangeté qui peuvent déranger. Et c'est le but, c'est justement de venir donner des clés de lecture qui vont nous faire remarquer qu'il y a des choses étranges, dues à des décisions politiques, dues à plein de choses, qui vont normalement, j'espère, éveiller certaines choses dans nos consciences. Merci. Et en même temps, justement, ces algues vertes créent de la vie. Enfin, ce type de vie-là, qui n'est pas la même. Donc une espèce de résilience aussi. La Terre survivra à nos bêtises. Oui, bonsoir. J'avais une petite remarque. La liaison entre art et science a toujours été là. Je vous rappelle, moi j'ai visité l'atelier de photos et de peinture, d'aquarelle du Muséum d'histoire naturelle. Ça a toujours été là, ça a toujours été un tandem, que ça soit les relevés de fouilles, etc. Donc il y a toujours eu un lien assez fort entre science et art. La deuxième question, c'était pour vous, Aurore. Donc vous venez de quoi? De la Cambre? Alice. Alice, pardon. Pas de problème. Je viens de la Cambre. J'ai fait mes études en Belgique à la Cambre, tout à fait. Et en fait, la question qui m'intéressait moi, donc, quelle était votre démarche artistique pure, c'est-à-dire photographie plasticienne, reportage, photo sociale, etc., etc. Quel est votre terrain, votre terrain premier? Vous voulez dire ma démarche, c'est ça? Oui, exactement. Alors ma démarche, si je dois la résumer, c'est de travailler sur un sujet, une problématique environnementale, avec des scientifiques et ou parfois militants, militantes, associations, de prendre leurs données sur une problématique environnementale et de raconter ces données scientifiques à travers un narratif visuel, en racontant une histoire, en racontant justement ce sujet environnemental que elles et eux mettent en avant par rapport à une démarche scientifique. Et donc de faire cela à travers un narratif visuel et esthétique en ramassant des déchets dans les territoires que j'investis et en les utilisant comme filtre photo. Si je devais résumer de manière très brève, je le dirais comme cela. Vous avez commencé tout de suite dans cette démarche? Ah, alors par rapport à mon parcours, non, j'ai pas commencé tout de suite parce qu'il fallait quand même que j'ai accès à des recherches scientifiques. Donc j'ai commencé avec la série Oasis qu'on a évoquée au tout début avec des botanistes. Puis, vraiment, grâce à la résidence 1+2, c'est vraiment cette résidence qui m'a permis de me lancer dans ce type de projet, vraiment grâce à Philippe. Et donc, non, avant j'étais à l'école, donc j'ai réalisé des fictions autour de l'environnement, voilà, notamment une sur des volcans, toujours autour du non-visible, autour du rapport entre l'être humain et sa condition sur un volcan, notamment, voilà. C'était moins ancré dans des recherches scientifiques, mais il y avait toujours cette volonté, en tout cas, de trouver un lien avec les recherches scientifiques. Merci. C'est vrai que dans ce que tu dis, notamment sur Internet, sur la relation art et science, tu dis que le point commun entre l'art et la science, c'est que les deux
essaye de rendre visible l'invisible de deux façons différentes. Et je trouve ça assez juste comme point de liaison. Quand tu es chercheur, tu vas essayer de révéler des choses qui sont pas visibles, que ce soit d'ailleurs dans les sciences dures que dans les sciences sociales, où on va révéler des conventions, des choses comme ça. Et l'artiste, effectivement, et notamment dans votre travail, il y a ce travail de révéler par le sensible des choses qui sinon sont très difficilement appropriables par les gens. Et justement, ça me donne envie de te poser une question que je t'ai jamais posée. Parce que tu es artiste, très bien, mais si tu avais été scientifique, tu aurais été scientifique de quelle discipline? Tu as 2 heures. C'est une très bonne question, mais je me suis déjà demandé si j'aurais pas dû être scientifique, mais en fait non, parce qu'en étant artiste, on peut justement aller sur tellement de terrains de recherche différents, alors que quand on est scientifique, on travaille 40 ans dans le même labo sur la même chose. Récemment, je suis allée au Maroc pour suivre le CNRS de Rennes, pour suivre des groupes de singes dans la plus grande forêt au monde de cèdres. Et depuis, donc là, j'ai été envoyée par Tendance Floue à New York pour observer les oiseaux. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ça peut changer, mais en ce moment, je dirais que j'aurais pu être attirée par l'observation animale, parce que je pense que l'observation animale a beaucoup à nous apprendre sur l'état des lieux de l'environnement qui nous entoure. Et que si on observait plus, ou pas mieux, mais plus, je pense qu'on aurait beaucoup d'indices justement pour que notre environnement soit moins abîmé. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés à cet exercice. Je crois qu'on est vraiment bien rentré, comme le disait Nathalie, sur votre travail respectif à tous les deux. Et ça montre aussi que voilà, on présente souvent la photographie comme un travail solitaire. Et en fait, c'est rarement le cas. Il y a vraiment besoin d'être accompagné. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les dispositifs d'accompagnement pour permettre aux photographes d'arriver à aller au bout de leur projet, et si possible en ayant un peu de sous. Voilà.